Complot avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. Oh, les trottoirs glacés, puis le PQ qui s'embourbe. Parlons de choses sérieuses. Oui, tu as tout à fait raison. Parlons de on a l'impression qu'on a une activité un peu cyclique. Hein? Toutes les années, ça revient sur le devant de la scène, cette histoire-là. Le pire, là, c'est que rien me ferait plus plaisir d'accrocher quelqu'un de la ville de Montréal, M. Lavallée, n'importe qui, et dire « Hey, savez-vous quoi? Super travail. » Vraiment, là, on est fiers, puis bravo, on paye pour ça, mais au moins vous faites bien le travail. Ben non, pas capable de faire ça. Hélas. Puis le problème, c'est que personne n'est jamais tributaire des actions qui posent. Penses-tu? Ah ouais, c'est ben en fait à la ville, là, jamais on dit hey, toi tu es responsable. Même le maire, il voit pas l'état de ses rues et de ses trottoirs. Tu connais, il y a une expression qui dit l'argent des autres est toujours facile à dépenser. Oui, hein. Et celle des concitoyens de Montréal, je pense qu'on est dans le même acabit. Bon, dis-moi donc, le 9 janvier dernier, qui est décédé? Ben oui, voilà. Donc, cette semaine, un peu de l'actualité. Chronique nécrologique. Oui, ben en fait, actualité. Hein, le 9 janvier dernier est décédé le docteur William Rolle. Donc, qui est ce docteur William Rolle? En fait, c'est un des pères de la parapsychologie américaine, un personnage très important qui a marqué le domaine de la recherche, notamment dans les années 50-60. Il était parapsychologue attaché au département de psychologie de l'Université de la Géorgie occidentale, West Georgia. Hein, c'est en Géorgie, évidemment. Et il a été associé à plusieurs grandes histoires qui ont marqué l'histoire de la parapsychologie, donc durant cette période-là, jusque dans les années 90, il est demeuré actif. Hein, il était quand même âgé de 84 ou 85 ans au moment de son décès. Il est notamment associé à une histoire qu'on a appelée le poltergeist de Columbus. Hein, c'était une jeune adolescente, Tina Reich, qui pouvait provoquer sur son passage des phénomènes psychokinétiques, donc des phénomènes, des meubles qui bougeaient, des vases qui se déplaçaient tout seuls, donc qui tombaient sur le passage de Tina Reich. Et donc il y a des femmes qui causent ça, hein. Ouais. Mais généralement elles le prennent dans leurs mains et nous le lancent au visage. Dans son cas à elle, les phénomènes semblaient se produire dans son entourage. C'est vrai, ce qu'on appelle un phénomène de poltergeist. Oui, c'est un phénomène qui est très mystérieux et pour lequel on n'a pas vraiment d'explication. Dans certains cas et dans celui-là en particulier, l'histoire avait été bien documentée. Donc les manifestations étaient bien documentées. Il y avait d'ailleurs un journaliste à un moment donné du Columbus Dispatch qui se trouvait sur place. Et au moment où le photographe était là à discuter, il y a le téléphone, d'ailleurs c'est une photographie qui est célèbre, il y a le téléphone qui était placé aux côtés de Tina Reich, qui a sauté littéralement du guéridon, puis on voit, la photographie est assez exceptionnelle, on voit le fil très tendu du récepteur et du téléphone placé devant Tina Reich, qui est tout à fait surprise par l'événement. Et cette image-là a été croquée sur le vif par un photographe du Columbus Dispatch. Et ce n'est pas un trucage? Et ce n'est pas un trucage. Lui, il était là simplement comme observateur. Et avant l'époque du cellulaire, de toute évidence. Oui, c'est ça. Donc et avant les téléphones sans fil. Oui, c'est donc, ça. William Rolle avait été associé à cette investigation. Ça a été l'une des grandes investigations dans sa carrière. Et William Rolle, on en a déjà parlé un petit peu ici à l'émission pour un événement qui s'est produit à la fin des années 80. À l'époque, la fameuse série Unsolved Mysteries, la série américaine, s'est intéressée aux histoires de hantises qu'il y avait sur le Queen Mary. Queen Mary, donc l'un de ces grands bateaux, un des grands transatlantiques de la belle époque, qui est amarré aujourd'hui à Long Beach en Californie, qui a été transformé en un hôtel flottant. Et les employés qui travaillent sur le Queen Mary ont prétendu qu'il y avait toutes sortes de phénomènes de hantises ou des manifestations spectrales qui se produisaient à bord. Et Unsolved Mysteries avait donc fait appel au docteur William Rolle pour enquêter sur ces dites manifestations. Rolle s'était rendu sur place avec une équipe et dans la partie avant du navire, là où on entendait généralement ces manifestations, on entendait des bruits, les gens se plaignaient d'entendre des sortes de bruits comme des cascades d'eau et des murmures. Alors, Rolle s'est rendu sur place, ont installé d'équipements acoustiques dans cette partie-là du navire, a fait sceller les portes, s'est assuré qu'il n'y avait personne à l'intérieur du bateau à ce moment-là, et voici ce qu'il a enregistré, donc, aux alentours de 3 heures du matin. On va l'entendre. Donc,
comment faut-il interpréter ces bruits? Faut interpréter que les bruits ont simplement été enregistrés. Rawls, évidemment, se garde bien de dire voici, c'est une communication avec l'au-delà. Ce qui est toutefois intéressant, c'est qu'au moment où ces enregistrements-là étaient faits, vérification après coup dans les archives militaires, on a découvert qu'en 1942, le Queen Mary avait été utilisé comme transporteur de troupes et à un moment donné, alors qu'il traversait le canal anglais, évidemment, c'était la Manche, on traverse un peu en zigzagant pour éviter les U-boats allemands. Et puis le 2 octobre 1942, le Queen Mary qui zigzague comme ça dans le canal anglais avec des bateaux escorteurs va faire une mauvaise manœuvre et couper littéralement en deux l'un de ses navires escorteurs, le Curaçao, qui va faire plus de 200 morts à ce moment-là dans l'accident. Et l'incident, la collision entre le Curaçao et le Queen Mary s'est produite par la partie avant, donc à la proue du navire, exactement à l'endroit où aujourd'hui, des employés du Queen Mary soutiennent entendre ces bruits de cascades d'eau et de murmures fantomatiques. Évidemment, à cause de la renommée de William Rawls, on est certain que Rawls a mis de l'avant tous les dispositifs de vérification avant de communiquer l'information. Donc, il s'est assuré qu'il n'y avait personne dans le navire, il s'est assuré que l'endroit était scellé, il a certainement vérifié toutes les avenues possibles avant de dire voici, il y a quelque chose de bizarre. Mais bon, on a cet enregistrement, c'est quand même tout à fait intéressant. Rawls est également l'un des pionniers à avoir proposé, et là, attache ta tuque, le mot est compliqué, il avait donc proposé, en fait, il avait mis en garde ses collègues parapsychologues sur la résistance galvanique cutanée. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? Merci. En fait, Rawls il avait proposé, il a proposé à ses collègues parapsychologues de vérifier. Tu vas voir, ça a été vraiment une percée importante. Il a commencé à dire, écoutez, les manifestations paranormales, on devrait peut-être s'intéresser aux états pathologiques des gens qui affirment vivre des expériences comme celle-là. OK, voir s'ils sont pas cinglés. Non, pas du tout. Je dis pas psychologique, je dis bien pathologique des états. Et tu sais que notre corps notre peau forme une sorte d'écran contre les variations, contre les champs électriques et les champs électromagnétiques. C'est ce qu'on appelle la résistance galvanique cutanée. Donc, c'est notre peau qui nous protège contre ces variations extérieures. Évidemment, tout le monde n'a pas la même résistance. On n'a pas tous la couenne aussi dure, comme on dit. Donc, certaines personnes vont être plus réceptives, plus sensibles à ces variations. Et on a fait des démonstrations dans des laboratoires, notamment ici au Canada, à l'Université Laurentienne, dans les années 80-90. Il y a un scientifique, le docteur Persinger, qui a fait des recherches, notamment qui a démontré que des individus qui souffraient, par exemple, de lésions aux lobes temporaux, donc c'est une partie du cerveau, les lobes temporaux, bien sûr, et ces lésions peuvent à la fois peuvent ou bien être une malformation congénitale, elles peuvent survenir ensuite à cause d'un choc, ou encore uniquement en éternuant, on peut provoquer des micro-lésions dans les lobes temporaux. Et si on souffre de cette pathologie, pour tout le monde, mais un certain nombre de gens vont être plus sensibles à des variations des champs électromagnétiques autour d'eux. Et ces variations électromagnétiques dans l'environnement de tels individus peuvent les amener à avoir une perception erronée de leur environnement. Je vais te raconter une expérience personnelle. Il y a quelques années, alors que je tournais une série pour Z-Télé, je me suis rendu à l'Université Laurentienne, j'ai rencontré le Michael Persinger, on a abondamment parlé de ce truc-là, et Persinger avait développé dans son centre de recherche, il avait développé une sorte de cage, une sorte de boîte fermée, un isoloir, et à l'intérieur de laquelle il y avait une sorte de fauteuil inclinable, les éboys entre guillemets, et il y avait une sorte de casque qui ressemblait à un casque de football, sur lequel il avait placé plein d'électrodes. Ce casque-là pouvait provoquer des variations dans le champ électromagnétique autour du cerveau. Mais des variations très légères, hein. C'est pas des phénomènes, c'est pas un électrochoc, là. Ce sont des variations comme on en retrouve dans la nature, dans la réalité. Et moi-même, j'ai fait cette expérience. Donc, Persinger m'a invité à prendre place sur le fauteuil. J'ai eu ce casque-là sur la tête. Il a fait des variations dans le champ magnétique. Et très rapidement, placé dans la totale obscurité, dans un premier temps, j'ai senti un sentiment d'oppression. J'ai senti un effet de lévitation, comme si j'étais soulevé du sol. Et crois-moi, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des gens autour de moi alors que j'étais seul dans cette cage fermée. Et tout ça était provoqué par ces variations créées de façon artificielle, parce que je ne souffrais pas de cette pathologie, donc on peut le provoquer de façon artificielle. Mais
Mais si c'est pas celle-là. Mais si c'est pas celle-là, c'est laquelle? Mais au moins, tout ça était très intéressant parce que ça démontrait à quel point, tu vois, c'est un peu toujours ça lorsque je parle des phénomènes paranormaux, c'est qu'on peut faire de la sacrée bonne science si on aborde la question de façon sérieuse. Ouais. Et c'est ce qu'a fait Michael Persinger. Il a pas exclu la possibilité que les gens vivaient des expériences mystérieuses, mais il a dit, essayons de trouver une explication autre que de faire intervenir l'au-delà. Et maintenant, il a démontré que ces effets-là peuvent se produire. C'est le Dr. Roll qui avait déjà lancé cette piste-là dans les années 60. Il y a notamment une histoire de fantôme très célèbre aux États-Unis, l'affaire Johnson, qui a été expliquée par William Roll par l'intervention de ces variations dans les champs magnétiques qui pouvaient avoir ramené le témoin principal, Dorothy Johnson, à percevoir des esprits. Donc, l'histoire de fantômes et de maison hantée nous amène ailleurs en science. En science, exact. C'est-à-dire que on provoque de la curiosité puis on provoque l'audace. Voilà, parce que c'est sûr que l'approche spirit, c'est de dire ce sont des manifestations de l'au-delà. Ouais. Et si c'est le cas, on n'a aucune prise. Scientifiquement, on n'a aucune prise là-dessus. C'est l'au-delà. Mais est-ce qu'on peut pas voir dans notre monde réel, tangible, physique, s'il n'y a pas des causes qui pourraient expliquer peut-être pas toutes, mais un certain nombre de ces manifestations. Et William Roll a été l'un des pionniers dans cette démarche-là. Et ça, c'est très intéressant. D'accord. On s'arrête un instant. On est avec Christian Page. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. Avec Christian Page. Christian, est-ce qu'on parle-moi tout de suite du Chupacabra? Ah, tout de suite. Je t'en prie. Okay. Écoute, il y a 2 semaines. Regarde, ça fait plaisir à tout le monde. Larry est heureux, moi je suis heureux. Le Chupacabra. Bon, il y a 2 semaines, une météorologiste de la chaîne KGUN9 de Tucson en Arizona, donc K-Gun. Ben oui. K-Gun9. K-Gun9 de Tucson en Arizona. Oui, on sort les guns. Oui, des hillbillies. Mettons-nous à jouer du banjo sur la galerie. Oui, donc cette jeune femme, Erin Christiansen, elle a raconté donc même en ondes qu'elle avait vu un Chupacabra. Écoute, elle raconte qu'elle roulait sur une autoroute près de Camino Seco, donc ça c'était à la sortie de la ville, lorsque la créature est passée en courant sur la chaussée, là, devant le véhicule, qui était éclairé par la créature, donc qui était éclairé par les phares. Et malgré la courte durée de son observation, la femme dit avoir eu amplement le temps pour bien voir la créature. Et pour le plaisir, là, on va sortir un 10 d'Herbert Léonard, là, pour le plaisir. Elle a décrit donc la créature. Écoute, je te livre le témoignage. Elle dit, c'était un animal très étrange, on s'en doute. Il était un peu plus gros qu'un coyote, sans fourrure, et sa peau ressemblait à un cuir. Il était presque tout noir avec des zones grises ou brunes. Il avait une longue queue, comme celle d'un rat. Sa face ressemblait à celle d'une chauve-souris avec des oreilles disproportionnées, des oreilles qui m'ont également rappelé celles des chauves-souris. Écoute, ça, elle raconte qu'elle a vu ça première semaine de janvier. Je me suis dit, peut-être que Gérard D. Laflaque était dans le coin. Bref, après l'annonce de son observation, il faut quand même dire qu'il y a 2 téléspectateurs qui ont fait parvenir à la station 4 photographies, donc 2 photos là, par téléspectateur. Et ces photos montrent un animal bizarre que les téléspectateurs affirment avoir photographié dans le même secteur au cours des mois précédents où la jeune femme raconte avoir vu sa créature. Et les photographies que l'on peut voir d'ailleurs sur Internet, ce ne sont pas des photographies de la créature vue par Madame Christiansen, mais des photographies vues par des habitants de la région quelques mois plus tôt. Et ces créatures montrent sans aucun doute un coyote qui souffre d'une maladie de peau, donc il est problème de poils. Ouais, il y a des problèmes de poils. Problème de pilosité. Mais ce qui est le plus étonnant ici, c'est que Madame Christiansen, qui a regardé les photographies, a déclaré que l'animal qu'elle avait aperçu ressemblait en fait à cet animal, à ce coyote sans poils dont le réseau a obtenu des photographies. Ouais. Mais encore, elle précise que le visage, selon elle, était beaucoup plus horrible que le visage de cet animal. Donc, elle soutient encore que l'animal photographié n'est peut-être pas celui qu'elle a observé cette nuit-là sur cette petite route à la sortie de Tucson. Sommes-nous vraiment tous à la recherche du Chupacabra?
Tu sais que, je sais pas si tu connais l'émission Storage Wars que j'adore, là, sur Arts and Entertainment, que Canal D repasse avec une mauvaise traduction, c'est pathétique. Mais à un moment donné, il y a un des Barry Weiss c'est 4 personnes là, en particulier qui participent à des encamps pour acheter des entrepôts qui sont abandonnés et qui n'ont pas le droit de voir le matériel avant. Là, ils jettent un coup d'œil sur l'entrepôt et j'achète. Et là, il y a l'encamp, 100 piastres, 125. Et là, il y en a un qui ouvre la porte puis il dit, je pense que le Chupacabra, je pense que le Chupacabra habite là-dedans. il a pas osé participer à l'enchère. Mais enfin, donc, qui sait, chaque jour sa peine. Alors, qui sait, chaque jour son histoire de Chupacabra. Un manteau de Chupacabra, ça doit être beau. Ça faisait quand même quelque temps qu'on n'en avait pas parlé. Je m'en ennuyais un peu. Oui, il y avait quelques semaines, on avait raconté qu'une femme avait abattu un Chupacabra et depuis, l'animal s'était montré plutôt discret. Alors là, qui sait, il a établi ses pénates ailleurs. Maintenant, destination Chupacabra, Tucson, Arizona. Ah oui, OK. Est-ce qu'on s'arrête? On va s'arrêter là. On va prendre notre souffle. On est avec Christian Page. Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, il y a une étude sur les sons bizarres et curieux? As-tu déjà entendu parler des hums? Ça dépend. Ceux qui méditent? On pourrait presque penser ça, mais effectivement, les hums, c'est un phénomène que l'on retrouve dans la littérature qui se consacre aux phénomènes paranormaux, mais qu'on devrait peut-être aussi retrouver dans les phénomènes météorologiques, naturels, méconnus, inconnus, parce que c'est une sorte de bruit, une sorte de modulation sonore que l'on entend dans l'air, mais qui n'est pas nouvelle. C'est-à-dire il y avait des endroits où on entendait de ces bruits-là, notamment à Taos, au Nouveau-Mexique, où déjà dans les années 80, on parlait de ce bruit, de cette modulation sonore dans l'air, qui n'était pas entendue par tout le monde, mais qui pour certains devenait aussi agaçant qu'une espèce d'acouphène. On a fait des recherches, on n'a pas trouvé des explications à propos de ça. Donc, c'est un peu mystérieux. Et puis, voilà que depuis quelques mois, un peu partout à travers, ces mystérieux sons aériens, méconnus, inconnus, réapparaissent, et là avec une quantité tout à fait extraordinaire. On a des reportages, on a des témoignages qui nous viennent des 4 coins du monde, Canada, États-Unis, l'Ukraine, l'Europe, l'Angleterre, un peu partout. Et là, il y a des enquêtes qui sont faites autour de ça et on n'arrive pas à trouver des explications. Et on a même réussi à enregistrer ces sons. Évidemment, c'est une sorte de modulation sonore, on dirait une espèce de très très basse fréquence. Et j'ai pour vous 2 de ces hums. Les 2 nous viennent du Canada, un qui est enregistré en Alberta, l'autre au Manitoba. Donc on va les écouter back à back, si on peut dire, de ces 2 hums. Portez attention. L'un à la suite de l'autre. L'un à la suite de l'autre. Donc on entend les bruits environnants, donc l'extérieur. Est-ce que ça va vibrer ou Non, on va entendre. C'est vraiment une sorte de modulation, comme une sorte de grande plainte qu'on entend semblant venir apparemment du ciel. On les écoute. C'est ça? Oui, on entend tout. C'est comme l'air climatique qui fonctionne sans arrêt? Ou comme le bruit d'une sirène de bateau très éloignée qu'on entend. Oui, un essaim d'abeilles. Ça, c'en est un autre qu'on va entendre là. Voyons donc, c'est mécanique ce bruit-là? Attends, on va le réentendre. Arrête. Ouais. T'as enregistré ça au métro McGill? Pas du tout. Ah. Pas du tout, Benoît. Donc, effectivement, tu l'as mentionné, on a l'impression, dans certains cas, qu'on entend un bruit qui ressemble ou bien à une rame de métro entrant en gare ou encore un bruit d'un camion, par exemple, qui roulerait sur une autoroute avec une chaussée pavée, là. Bon, une chaussée mouillée, pardon. Donc, c'est un peu ces bruits-là qu'on entend, mais
a priori, on pourrait conclure à ça, mais il y a des investigations qui ont été faites. Bon, d'abord, on a plusieurs hypothèses. Celle que je t'ai évoquée, donc l'idée d'un bruit mécanique semble à peu près rejetée, comme d'ailleurs l'idée d'un canular, c'est-à-dire que maintenant qu'on a on peut retrouver de ces enregistrements-là un peu partout maintenant sur YouTube, par exemple, on en trouve. Ouais. Moi, j'ai parlé à 2 personnes qui avaient enregistré de ces sons-là. Donc, j'ai l'assurance, j'ai pu remonter à la source. C'est tout le temps ça un peu le problème avec YouTube, on n'arrive jamais à remonter à la source, donc on ne sait jamais d'où vient l'information. Mais dans ces cas-là, j'ai pu remonter à la source dans 2 des cas, j'ai parlé avec les gens, ils m'ont raconté, écoute, on entendait ce bruit-là, on a sorti notre téléphone portable ou notre magnétophone, et puis on a enregistré le bruit. Donc, j'ai à peu près et ces gens-là ne cherchent pas à faire de la publicité autour de ça ou faire du fric. C'est vraiment, ils ont entendu ce bruit-là et le bruit semble émaner du ciel. Donc, si on élimine, évidemment, il y a sûrement un nombre de canulars, mais si on élimine les canulars, il reste certainement un noyau, compte tenu de tous ces témoignages, un noyau de cas qui sont intéressants. À Windsor, en Ontario, l'automne dernier, d'ailleurs, il y avait un de ces hommes qui était persistant et l'affaire a même été saisie au conseil municipal. L'un de ses conseillers, d'ailleurs, Al McNee, disait avoir lui-même entendu ce bruit et il trouvait ça très désagréable. Il a demandé au conseil municipal de faire enquête là-dessus et eux ont contacté leurs voisins parce qu'il faut comprendre que Windsor se trouve sur la rivière Rouge entre le Canada et les États-Unis. Ils ont donc contacté leurs voisins. Il y a eu investigation. Il semble que le bruit semblait émaner de Zog Island, qui est une petite île très industrialisée qui se trouve à River Rouge, au Michigan. Mais encore là, on n'a pas trouvé la source de ce phénomène-là. Le bruit semble émaner comme ça dans l'air. Dans certains cas, oui, c'est de la pollution. Dans certains cas, on a même enregistré des graphiques sismiques, comme si le son semblait générer également une vibration dans le sol. Ouais. Mais encore là, on n'a pas trouvé d'explication. Bien sûr, les amateurs de complot ont vite réagi. Pour eux, évidemment, on pointe du doigt le gouvernement américain et en particulier un projet qu'on a déjà parlé ici à l'émission, le projet HAARP. Le projet HAARP, je le rappelle, H-A-A-R-P, qui veut dire High Frequency Active Auroral Research Program. C'est un projet d'étude de la ionosphère qui est mis de l'avant par l'armée américaine et qui a installé 180 antennes dans un parc qui se trouve à Gakona, en Alaska. Et donc là, on étudie apparemment la ionosphère. Mais pour les amateurs de complot, HAARP, c'est plus qu'une étude comme celle-là. HAARP, c'est un projet mis de l'avant par le gouvernement américain, et en particulier par l'armée, pour contrôler le climat. Et c'est donc les résultantes, les conséquences de ce projet HAARP qui provoquent ces bruits mystérieux dans l'air. Évidemment, de façon plus ésotérique, avec l'avènement de cette fin du monde 2012 annoncée, il y a les amateurs qui croient en Gaïa. Est-ce que ça te dit quelque chose? Gaïa. Non. Gaïa, c'est une sorte de mot ésotérique qu'on utilise pour décrire l'âme de la Terre, comme si la Terre était un être vivant, et Gaïa, c'est son incarnation. Et ce bruit, donc, cette grande plainte qu'on entendrait dans l'air, serait un cri de douleur de Gaïa. Pas convaincu. Pas convaincu. Hein, la pollution sonore. Oui, donc cette pollution sonore pour laquelle, pour l'instant, on n'a toujours pas d'explication et qui se multiplie. Et des auditeurs qui m'avaient écrit pour me demander est-ce que vous allez en parler éventuellement. Ben voilà, c'est fait. Et je reste tout aussi médusé que tu peux l'être, c'est-à-dire oui, on a cette pollution sonore, c'est mystérieux. Pour l'instant, on n'a pas d'explication et il semble pas, je dirais que les autorités concernées, interpellées, n'ont pas envie d'investir de l'argent là-dessus. Parfait. Et en 2 minutes, le loup-garou du Wisconsin? Ben oui, évidemment, on a parlé du chupacabra, mais les Américains n'ont pas que cette créature. Au Wisconsin également, on aurait un loup-garou, ou des loups-garous. En fait, le 2 janvier dernier, un automobiliste qui circulait dans la région de Taylor Falls, cette année, oui, dit avoir observé une espèce d'homme-loup qui courait dans un champ, attenant à la route. Il était un peu plus de 7 heures du matin et l'automobiliste a bien pris le temps d'arrêter sa voiture et de regarder la créature. Il a appelé Larry. Larry. Il décrit la créature, j'ai ici son compte-rendu, il dit « À l'orée de la forêt, l'animal est sorti d'entre les arbres. Le mieux que je puisse décrire la créature, c'est qu'elle ressemblait à une grande hyène, à la différence qu'elle marchait debout, sur ses pattes postérieures. Elle avançait le dos courbé, son corps était couvert d'une fourrure noire, et elle avait une queue épaisse, elle devait peser environ 200 livres, soit à peu près 70 kilos. »
Évidemment, pris isolément, on peut se dire, tout ça, c'est un type qui avait trop bu la veille. Mais tu sais que depuis les années 90, il y a toute cette région du Wisconsin, en fait, de l'ouest du Wisconsin jusqu'au sud, en toute une sorte de bande, où on a rapporté énormément d'apparitions de ces mystérieux, entre guillemets, hommes-loups. Et il y a même une auteure américaine, Linda Godfrey, qui a écrit 3 livres sur le sujet. Et pour le prouver, je t'ai même amené l'un de ses ouvrages intitulé « À la chasse aux loups-garous américains », Hunting the American Werewolf, qui est un de ses ouvrages. Elle en a écrit 3, dans lesquels elle a colligé des dizaines et des dizaines de témoignages de gens qui affirment avoir vu cette mystérieuse créature mi-homme, mi-loup. Bon, évidemment, ça nous change un peu du Chupacabra. Maintenant, à déterminer quelle est la véracité de ces témoignages, qu'est-ce qu'il faut accorder là-dessus. Elle-même, après 200 ou 300 témoignages colligés au cours des 15 ou 20 dernières années, évidemment, elle s'interroge sur la nature de cette mystérieuse créature. Mais sur un temps aussi long, il me semble que tu aurais pu avoir un Polaroid ou 2. Oui, effectivement, et on a des empreintes, il y a des photographies d'empreintes qui ont été proposées, présentées par Mme Godfrey, mais rien ne ressemble plus à une empreinte de chien qu'une empreinte de chien. Ah, c'est ça. Merci, Christian Page. Merci à Larry, à François et à Alexandra. Merci à vous d'avoir été là. On refait ça demain dès midi. Il n'y a pas l'autre qui suit après les infos.